Madame, Monsieur, bonsoir et ravi de vous retrouver pour cette grande session d'information. Bienvenue sur Gabon 24. Tout d'abord, les titres. Le patrimoine gabonais mérite d'être inscrit sur le patrimoine de l'UNESCO. Vincenzo Facino, chef du bureau UNESCO, l'a fait savoir au sortir de sa séance de travail de ce jeudi avec le ministre d'État de l'économie numérique, de la communication, de la culture, des arts et traditions, chargé de l'éducation populaire et de l'instruction civique, Alain-Claude Bilibinzé. Balle au centre pour le match Afrique du Sud-Sénégal de novembre 2016. La FIFA a décidé de faire rejouer la rencontre de qualification au Mondial 2018. L'arbitre avait été suspendu à vie pour manipulation de ce match. Et puis vous verrez, la tempête Irina se rapproche des États-Unis, mais l'armée de l'air américaine l'attend de pied ferme en préparant des opérations de secours pour Porto Rico. Voilà pour le fil conducteur de cette session. Madame, Monsieur, voici votre journal. Et nous commençons par la page Gabon. Tout d'abord, le Conseil économique et social en défenseur de l'environnement normal. Le combat entre désormais dans les cordes de l'institution. La commission e-relative dans ses locaux a auditionné ce jeudi le ministre d'État en charge de la communication et de l'économie numérique. Le résumé de ce grand oral avec Ismaël Obianzé et Sandy Adzabi. Le Conseil économique et social inaugure ses sessions orales par des questions relatives à l'environnement. Le débat est certes vaste, mais la Commission a convoqué le ministre d'État en charge de la communication et de l'économie numérique pour l'entendre sur les nuisances et pollutions issues des déchets informatiques et les dangers liés à l'implantation des pylônes de téléphonie mobile proches des bâtiments sensibles. Les conseillers membres du CIS relayaient ainsi au Minicom les préoccupations qui sont celles des populations parfois ignorantes des procédures en cas de dommages. Alain-Claude Bilibinzé leur a dit ce que les textes gabonais et les conventions internationales précisent en la matière. Nous avons tenu d'abord à indiquer qu'il existe une réglementation. Cette réglementation elle est internationale, notamment la Convention de Bâle. Nous avons également une réglementation régionale, la Convention de Bamako. Et nous avons des instruments nationaux, en l'occurrence le Code sur l'environnement qui définit ce que sont les déchets dangereux et comment ils doivent être traités. Mais nous avons aussi une réglementation adaptée au secteur de la téléphonie mobile, notamment une délibération de l'ARCEP et un arrêté ministériel qui indique les conditions d'installation des pylônes, la distance réglementaire à observer entre un pylône qui est installé et des bâtiments dits sensibles. Il s'agit précisément des établissements scolaires, des dispensaires, et des établissements qui accueillent du public. Autre sujet évoqué pendant ce jeu de questions-réponses entre les conseillers du CIS et le ministre d'État en charge de la communication, les situations respectives d'Africa numéro 1 et de l'agence gabonaise de presse. Pour toute réponse dans l'immédiat, le gouvernement travaille à relancer les activités de ces deux médias, a dit le ministre d'État en charge de la communication. Journée au petit trot pour le porte-parole du gouvernement Alain-Claude Bilibinzé qui a présenté lors de sa traditionnelle conférence de presse hebdomadaire le schéma de communication gouvernementale qui devra permettre désormais à chaque membre du gouvernement de présenter à la presse sa feuille de route. Lariska Lormamengi, Hervé Aubian. Désormais, chaque responsable de département ministériel devra présenter à la presse sa feuille de route conformément aux priorités du gouvernement présentées par le Premier ministre lors de sa dernière communication. Des priorités qui s'articulent autour de la mise en pratique des actes du dialogue, le programme de relance économique devant aboutir entre autres à une meilleure employabilité des jeunes et à la concrétisation du programme de l'égalité des chances. Chacun des membres du gouvernement se présentera donc à vous pour décliner à son tour la feuille de route qui correspond donc d'une part au premier axe déterminé par le chef du gouvernement, à savoir la mise en œuvre des actes du dialogue lorsqu'il s'agit, dans ce département-là, d'avoir des éléments à mettre en œuvre relativement au dialogue politique. Lorsqu'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Deuxième axe, la question donc du plan de relance économique, comment ces départements ministériels vont articuler un certain nombre de politiques publiques qui vont avoir pour conséquence d'aller rechercher quelques points de croissance ou quelques milli-points de croissance pour contribuer un tant soit peu à l'effort national. Lançant les hostilités, Alain-Claude Bilibinzé a présenté la feuille de route de ces départements
notamment à la communication, où des grandes réformes et innovations sont en gestation. Il faut que sur le territoire national et à Libreville, il y ait une école pour former les journalistes, former les producteurs, les réalisateurs, former les uns les autres à tous les métiers aujourd'hui qui sont les vôtres. Non seulement l'écriture du papier, mais aussi comment filmer, comment monter, comment diffuser, etc. Donc tous ces métiers vont devoir être enseignés sur le territoire national. Concernant les entreprises de presse publique actuellement en difficulté de fonctionnement, le ministre d'État a rassuré les journalistes que le gouvernement y travaille pour trouver des solutions pérennes. Autour de la vulgarisation du numérique et la définition des termes informatiques, le bureau régional de l'OIF et la NINF font désormais tronc commun en accompagnant l'œuvre du caricaturiste gabonais Paé qui met en avant de nombreuses expressions numériques définies dans un langage commun. Le reportage de Kenny Ongori et Fred Ndongo. Le Petit Dico illustré dans sa version numérique présentée au public au siège de l'Organisation internationale de la francophonie à Libreville, l'œuvre du caricaturiste gabonais Paé a fait l'objet d'un partenariat entre l'Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences et du bureau régional de l'Organisation internationale de la francophonie. Lorsque vous m'avez saisi pour que l'EIF accompagne la NINF dans la publication du Petit Dico illustré du numérique, nous n'avons pas hésité un seul instant pour répondre favorablement, parce que la vision et l'ambition portée par le plan Gabon numérique rejoignent parfaitement celle de notre organisation dans son ensemble. En effet, elle concorde pleinement avec la stratégie de la francophonie numérique à l'horizon 2020, adoptée par les chefs d'État et de gouvernement de la francophonie lors de leur sommet qui s'est tenu à Kinshasa en octobre 2012. Dans sa version numérique, ce projet est accompagné par l'Agence nationale des infrastructures numériques et de fréquences. Un honneur et un réel plaisir de prendre part à cette cérémonie de signature du protocole d'accord liant l'Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences à l'Organisation internationale de la francophonie, matérialisée par l'édition d'une série d'ouvrages didactiques dont le premier tome présentant ce jour est le Petit Dico illustré du numérique. En effet, comme vous le savez, les technologies de l'information et de la communication sont un levier important de croissance économique et de transformation sociale. Axé sur les informations numériques doublées d'humour, dans un langage accessible à tous, ce dictionnaire numérique de Paé comporte 44 pages et vise à vulgariser la définition des termes numériques. Le numérique est aujourd'hui un élément majeur dans l'évolution mondiale, mais peut-on laisser pour compte l'usage du papier qui se fait de plus en plus rare? Une question qui trouve réponse dans cette évolution en ébullition. À quelques semaines de la rentrée scolaire, les maisons d'accueil pour orphelins de Libreville se préparent tant bien que mal pour scolariser leurs pensionnaires. Ces orphelinats comptent sur le soutien de différents donateurs. En témoigne le compte-rendu de Peggy Opas, Bertin Osaga, rendu par Chimène Sandra Sengon. Comme dans les ménages, les centres d'accueil pour enfants en difficulté sociale préparent tant bien que mal la rentrée scolaire qui se pointe à l'horizon. L'accompagnement scolaire des enfants défavorisés fait également l'objet d'une attention particulière pour certains volontaires et partenaires qui donnent le plus souvent des coups de pouce à ces centres d'accueil afin d'assurer un avenir meilleur à ces enfants. Le centre prend en charge la scolarité des enfants, mais avec nos partenaires extérieurs et les personnes de bonne volonté qui viennent pour nous aider. Ces volets, nous attendons toujours, ce sont des partenaires qui viennent pour nous appuyer, pour demander si elles veulent pour les volets formation professionnelle. Ils nous disent que nous voulons autant d'enfants pour la formation professionnelle, on peut vous financer ça. Si c'est pour l'école primaire, ils disent aussi nous pouvons vous aider pour les fournitures, autant d'enfants pour l'école primaire. C'est ça le fonctionnement. Certains établissements ne sont pas en marge de cet élan de solidarité apporté aux maisons d'accueil pour les orphelins, notamment les écoles catholiques. On a des écoles catholiques, par exemple, ici en face, on a une école Saint-Joseph, l'école primaire, qui prend nos enfants. Les enfants, parfois, arrivent au mois de novembre, décembre. Ils tiennent compte de la réalité du centre et ils accueillent. Ils ont toujours une limitation de laisser des places vides pour nos enfants parce qu'ils savent que toujours on est là avec eux.
La prise en charge des enfants orphelins est une question préoccupante pour ces structures qui ne bénéficient pas toujours de subventions de l'État. Et pour tourner la page Gabon, tel qu'annoncé en titre, Vicenzo Facino, chef du département du bureau UNESCO, Libreville, dit être heureux de travailler avec le ministère de la Communication, de l'économie numérique, de la culture, des arts et traditions chargé de l'éducation populaire et de l'instruction civique. Le chef de bureau de l'institution estime que le patrimoine gabonais mérite d'être inscrit sur le patrimoine de l'UNESCO. Les détails avec Mirandangué. Pour sa première sortie après sa nomination, Thérèse Chantal Akousso, ministre déléguée auprès du ministre d'État en charge de l'instruction civique, a assuré que plusieurs pans peuvent être développés dans la coopération du Gabon avec l'UNESCO. Le représentant de l'UNESCO au Gabon est venu présenter au ministre d'État le calendrier de tout ce qu'ils s'entreprennent comme activité dans notre pays. Et le ministre d'État, en réponse, leur a donné les orientations par rapport à la vision du gouvernement en ce qui concerne les différents domaines d'activité, que ce soit au niveau de la communication, de l'économie numérique, de la culture, de l'éducation populaire et de l'instruction civique. L'économie numérique, la communication, la culture, les arts et la tradition constituent des sujets importants dans la coopération entre le Gabon et l'UNESCO. Vicenzo Facino, chef du bureau UNESCO, souhaite qu'il y ait un dispositif médiatique afin de donner une cohérence et une lisibilité à la coopération entre le pays et cette institution onusienne. Le ministre nous disait que toute une série de mesures ont été prises pour que l'Internet soit disponible au plus grand nombre, également dans les provinces les plus éloignées. Et vous comprenez bien que même par rapport au contenu éducatif, pour que les enfants, les jeunes puissent avoir accès à des contenus éducatifs un peu partout dans le pays, il est très important qu'une infrastructure de distribution, je dirais, de l'Internet soit disponible partout dans le pays. Sur le plan de la culture, Vicenzo Facino ambitionne d'inscrire le patrimoine gabonais sur le patrimoine immatériel de l'UNESCO, à l'exemple du site de la Lopé, qui selon lui mérite d'être valorisé pour être connu sur le plan international. Poursuivons avec la page Afrique. Tout d'abord au Togo, une marée humaine de partisans de l'opposition a déferlé ce mercredi à Lomé et dans 10 villes du pays pour réclamer une alternance politique dans un pays dirigé depuis 2005 par le président Faure Gnassingbé. Brice Boubala. C'est une foule immense qui est descendue dans les rues en ce premier jour de manifestation à l'appel de l'opposition, malgré l'annonce la veille de l'adoption d'un avant-projet de loi qui prend en compte la limitation des mandats présidentiels et le mode de scrutin. Nous irons jusqu'au bout, par la mobilisation populaire. Et donc, c'est à cela que nous nous attelons. Et je suis persuadé que si le mouvement va grandissant comme nous l'espérons, il va être obligé d'abdiquer. La grande foule a parcouru plusieurs artères. Certains avaient des drapeaux à la main, d'autres des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « 50 ans c'est trop, la dictature se nourrit de l'inactivité, trop c'est trop ». Une foule qui a chuté au bas-fond du collège Saint-Joseph où les leaders ont animé un grand meeting. Demain, je crois que la forteresse va tomber. Cette mobilisation ne peut pas aboutir à un résultat zéro, non. Et comme on a voulu discuter pour obtenir peu et qu'ils n'ont pas voulu nous donner peu, nous exigeons le tout aujourd'hui. C'est leur faute. À Kara, il y a une milice de UNIR qui est arrivée très tôt sur le terrain et qui a empêché les manifestants de se rassembler et d'exécuter la marche. Jean-Pierre Frabe, chef de file de l'opposition togolaise, a appelé les militants à manifester encore ce jeudi. Quant à Brigitte Kaffiou-Djangmagbo Johnson, elle appelle à remise du compteur à zéro. Pendant cette journée de mobilisation, le Premier ministre togolais était pour sa part en visite officielle à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour un forum sur l'agriculture. Après avoir rendu visite au président ivoirien Alassane Ouattara, Komi Sélémon Clafo a fait une déclaration concernant ces manifestations. Kémi Séba, expulsé du Sénégal pour menaces graves à l'ordre public. Selon son avocat, le polémiste ancien dirigeant de la tribu K, Kémi Séba est renvoyé vers la France. Il avait été poursuivi pour avoir brûlé un billet de 5 000 francs CFA. Chimène Sandra Senghon s'en fait l'écho.
Le gouvernement de la République du Sénégal a prononcé une mesure d'expulsion du territoire national sénégalais à l'encontre du ressortissant franco-béninois Stélo Gilles Robert Kapochichi, alias Kémi Séba, dont la présence sur le territoire national constitue une menace grave pour l'ordre public, a fait savoir le ministère sénégalais de l'Intérieur dans un communiqué du 6 août. Le 25 août, le militant panafricaniste avait été placé en détention préventive pour avoir brûlé un billet de 5 000 francs CFA lors d'une manifestation contre la France-Afrique le 19 août. Poursuivi par la Banque centrale, son expulsion a été prononcée pour devenir immédiatement exécutoire. Il sera mis en route ce jeudi vers son lieu de provenance, la France. Le ministère a jugé que l'activiste s'était fait remarquer par des propos désobligeants visant les chefs d'État et les dirigeants africains et a pris cette décision afin d'éviter que la présence sur le sol sénégalais de Kémi Séba n'occasionne des actions préjudiciables à l'ordre public en appelant à des rassemblements intempestifs sur la voie publique. L'un des avocats du militant affirme qu'il a été renvoyé vers la France. Il a annoncé une expulsion illégale et annoncé un recours contre cette décision, selon un communiqué publié sur la page Facebook de l'activiste de la cause noire. Kémi Séba aurait été arrêté à son domicile de Dakar et se serait vu notifier une expulsion du territoire sénégalais vers la France. Kémi Séba avait été le dirigeant de la tribu Ka. En France, c'était un groupuscule dissous en 2006 pour antisémitisme et incitation à la haine raciale. En Afrique du Sud, plus de 50 000 femmes sont violées chaque année selon la police. Un chiffre largement sous-estimé selon plusieurs associations car beaucoup de victimes ne portent pas plainte, découragées par l'inefficacité de la police et du système judiciaire. Il y a 2 ans, comme chaque matin, Ntabisang Mabouza attendait le bus pour aller au travail. Mais ce jour-là, le chauffeur profite de l'absence d'autres passagers pour l'emmener hors de la ville et la violer. La jeune femme réussit à appeler à l'aide et l'homme est immédiatement interpellé. Malgré des preuves accablantes, sa plainte est finalement classée sans suite. À la radio et à la télé, les campagnes de prévention nous encouragent à porter plainte en cas de viol. Mais quand on va voir la police, ils nous tiennent pour responsables. Parfois, ils dissuadent des victimes de porter plainte en disant que le violeur est leur petit ami. Mabouza et son mari pensent que l'affaire a été étouffée. Ce cas est loin d'être isolé. En Afrique du Sud, moins de 10% des affaires de viol aboutissent à une condamnation devant la justice. Beaucoup de victimes et leurs familles sont frustrées et même désespérées par la situation. Ils ont l'impression de lutter contre un système et pas seulement contre leurs agresseurs. Ils doivent se battre pour que la justice fasse son boulot. Chaque jour dans le pays, près de 150 viols sont recensés en moyenne par la police. En réponse à ce climat angoissant, les cours d'autodéfense pour femmes se multiplient. De son côté, le gouvernement sud-africain veut durcir sa politique. Une 60aine de tribunaux spécialisés dans les infractions sexuelles ont été mis en place. Début août, le ministre de la Police a également lancé une campagne de lutte pour protéger les droits des femmes. Il faut que la population retrouve confiance en la police. Nous devons apporter une solution à ces millions de personnes qui dénoncent l'incapacité de nos forces de police à traiter correctement ce problème. Plus aucune femme ne devrait être renvoyée d'un commissariat sans avoir été entendue. Cette année, plusieurs manifestations ont été organisées suite à des agressions violentes contre des femmes, pour lutter contre le sentiment d'impunité des agresseurs et le silence des victimes qui domine encore largement la société sud-africaine. Vos actualités hors du continent n'étant pas en reste. Et pour commencer, la France tout entière est mobilisée. C'est ce qu'a annoncé ce jeudi Emmanuel Macron, président français. Cette réponse intervient après le passage dans les Caraïbes de l'ouragan Irma qui a sévèrement frappé l'île française de Saint-Barthélemy et de la partie française de l'île Saint-Martin. Miranda Danguet. Le président Emmanuel Macron, face à son homologue grec, a assuré jeudi à Athènes que la France tout entière est mobilisée après le passage dans les Caraïbes de l'ouragan Irma qui a sévèrement frappé l'île française de Saint-Barthélemy et la partie française de l'île de Saint-Martin. Et c'est la France qui a été touchée. Nous avons plusieurs décès. Il est à cette heure trop tôt pour tirer quelques bilans que ce soit. Des dommages matériels très lourds. Des Françaises et des Français sidérés par ce qu'ils ont vécu
après la violence de ce qui s'est abattu sur eux. J'ai eu l'occasion hier de tenir une première réunion de crise. Le Premier ministre est en ce moment même avec plusieurs ministres à la cellule interministérielle de crise, fera un bilan cet après-midi. Je veux redire ici combien la France tout entière est mobilisée sur ce sujet. Selon un bilan provisoire, 9 personnes ont été tuées par le passage d'Irma, 8 à Saint-Martin et 1 à Barbuda. Le gouvernement français devrait donner un bilan des dégâts matériels jeudi après-midi, a indiqué Emmanuel Macron, qualifiant d'ores et déjà ceci de très lourd. Dans la matinée, l'Élysée avait indiqué que Macron se rendrait sur les lieux touchés par l'ouragan dès que cela sera possible, sans gêner l'action des secours et que les conditions météo le permettraient. Et aux États-Unis, l'ouragan Irma est attendu de pied ferme, tel que je vous l'annonçais à l'entame. L'armée de l'air américaine prépare des opérations de secours pour Porto Rico, dont l'ouragan Irma se rapproche très fermement après avoir totalement dévasté l'île de Barbuda et ravagé l'île franco-néerlandaise de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, dis-je bien. Lariska Lormamengue nous en dit plus. Irma, ouragan de catégorie 5, a commencé à longer la côte du nord, territoire américain de Porto Rico, à partir de 23h mercredi, se déplaçant à la vitesse de 26 km/h vers l'ouest et la République dominicaine. Le service météorologique de Porto Rico a mis en garde contre des conditions très dangereuses sur toute l'île et a étendu jusqu'à 3h15 jeudi son alerte aux crues subites. Plus de la moitié des 3 millions d'habitants de Porto Rico sont désormais sans électricité et des rivières sont sorties de leur lit dans le centre et le nord de l'île. On aurait dit qu'il y avait des fantômes chez moi, a témoigné Blanca Santiago, employée dans un hôtel en face de la plage d'Isla Verde, dans la capitale de San Juan, estimant qu'Irma est plus fort que George, qui avait tué 7 personnes en 1998. En République dominicaine, le gouvernement a ordonné de premières évacuations sur les zones littorales, même si l'œil du cyclone ne devrait a priori pas toucher l'île selon l'Office national de météo. Selon le National Hurricane Center américain, Irma devrait ensuite progresser vers Cuba, puis la Floride, qui devrait toucher en toute fin de semaine. Le président américain Donald Trump, qui possède une villa à Saint-Martin, a placé les îles Vierges américaines, Porto Rico et la Floride en état d'alerte. Après s'être offert un premier bain de foule dans les rues de Bogota, le pape François s'est brièvement adressé à la foule qui était venue l'accueillir à la Nonciature ce mercredi soir, où il sera hébergé tout au long de son séjour en Colombie. Chemène Sandra Sengon. Le souverain pontife a été accueilli à sa descente de l'avion par Juan Manuel Santos, le président de la République de Colombie, ainsi que par un millier de personnes installées sur des gradins. Le pape François se réunira avec le chef de l'État et le prix Nobel de la paix 2016 en début de journée. Ensuite, il s'adressera à la jeunesse sur la place Bolivar, au cœur de Bogota, avant une messe axée sur la paix après plus de 50 ans de conflits armés dans le plus grand parc de la capitale. Ne vous laissez pas abattre. Ne vous laissez pas attraper. Ne perdez pas la joie. Ne perdez pas l'espoir. Ne perdez pas votre sourire. Continuez comme cela. La visite du souverain pontife, qui a soutenu l'accord de paix historique signé en novembre avec la puissante guérilla des forces armées révolutionnaires de Colombie, aujourd'hui désarmée, a débuté 2 jours après le premier cessez-le-feu bilatéral jamais conclu lundi avec l'armée de libération nationale, dernière rébellion active. Puis-je vous demander une faveur? Priez pour moi. Allez-vous le faire? Que Dieu vous bénisse. Au cours de sa visite, il devrait attirer au total quelques 4,7 millions de fidèles. François rencontrera aussi des victimes et les acteurs du conflit, notamment vendredi à Villavicencio, avant de se rendre le lendemain à Medellín, puis à Carthagène des Indes, où il repartira dimanche soir pour Rome. Et une information qui me parvient à l'instant, mais c'est au Gabon à suivre une importante déclaration du Premier ministre chef du gouvernement, Emmanuel Issoze Ngondé, qui peut intervenir en tout temps, mais si c'est le cas, nous allons vous faire vivre cette déclaration en direct. En attendant, nous poursuivons avec ce journal et direction la Corée du Nord, qui a organisé des cérémonies massives en hommage aux scientifiques qui ont réalisé le plus puissant test nucléaire jamais mené par le pays, avec des feux d'artifice et un énorme rassemblement de Pyongyang. Retrouvons Chimène Sandra Sengon.
Après leur test nucléaire réussi, les habitants de la capitale nord-coréenne Pyongyang se sont rassemblés sur les trottoirs mercredi pour applaudir les autobus qui transportaient les scientifiques. Des dizaines de milliers de personnes se sont réunies à la place Kim Il-sung pour saluer leur travail. L'agence officielle KCNA a parlé de tests réussis d'une bombe H prête à être installée sur un missile balistique intercontinental. Lors du rassemblement, les orateurs ont expliqué que l'armée nord-coréenne allait mettre un terme au destin des impérialistes américains semblables à des gangsters grâce à des frappes préventives sans merci, s'ils déclenchent finalement une guerre. La bombe à hydrogène est beaucoup plus puissante que la bombe atomique classique. La bombe H utilise le principe de la fusion nucléaire. Le matériel de fusion est surmonté d'une bombe A qui sert de détonateur. Aucun gouvernement étranger n'a confirmé pour l'instant qu'il s'agissait d'une bombe H. De nombreux experts expliquent cependant que la bombe de dimanche présentait toutes les caractéristiques d'une bombe à hydrogène à 2 étages. Mais il est possible également qu'il se soit agi d'une bombe à fission dopée qui utilise aussi les combustibles de fusion. Le ministère sud-coréen de la Défense a estimé la puissance de l'explosion à 50 kilotonnes. Le site spécialisé 38 North Washington a évoqué plus de 100 kilotonnes. Le Japon a parlé de 120 kilotonnes. Le 6e test nucléaire nord-coréen a suscité un déluge de condamnation. Les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon, entre autres, exigent un durcissement des sanctions de l'ONU. Place au sport et nous parlons d'art martial et c'est au Gabon. Mi Tong, fondateur du Kwankido et grand maître international des arts martiaux vietnamiens, est à Libreville. Occasion pour ce dernier de présenter au ministère de tutelle les différentes activités liées à cet art martial prévu se tenir ce vendredi 8 août au Prytanée militaire. Et nous sommes là dans le 4e arrondissement de Libreville. Lembris Boubala, Hervé Aubian. Cette visite en terre gabonaise, qui n'est pas une première pour le grand maître, fera l'objet de 2 activités à Libreville, à savoir un stage technique et un championnat de club prévu du 8 au 9 du mois en cours au Prytanée militaire. Nous avons organisé ce qu'on appelle ça une formation technique pour que ce qu'on appelle faire la continuité de la progression et de l'évolution de chaque pratiquant et en même temps faire un travail pour détecter les combattants. Et enfin, nous allons également orienter des pratiquants qui intéressent vers l'arbitrage. Au cours de cet tête-à-tête avec la tutelle, le maître fondateur est revenu sur les fondements de sa discipline. Kwan, ça veut dire l'ensemble, Ki, ça veut dire l'énergie, et Do, ça veut dire la voix. Kwan Kido, ça veut dire la voix de l'ensemble de l'énergie corporelle. La pratique du Kwan Kido n'arrête pas seulement au niveau gestuel. La pratique également au niveau du travail et du bien-être et de l'énergie interne. Le président fédéral de karaté-do et arts martiaux affinitaires qui a accompagné la délégation est revenu essentiellement sur les motifs de cette rencontre avec la tutelle. Il était nécessaire, ou plus que nécessaire, que recevant un éminent maître, que les autorités administratives de tutelle soient informées de la venue de ce maître sur le territoire gabonais et puis surtout savoir l'objet de sa visite. C'est pourquoi je me suis attelé ce matin à venir présenter le maître Tong au secrétaire général du ministère de la Jeunesse et des Sports. Les activités sont donc censées débuter dès demain au lieu préalablement annoncé. Nous restons en sport et je vous l'annonçais en titre, la FIFA a décidé de faire jouer le match de qualification au Mondial 2018 remporté par l'Afrique du Sud à domicile contre le Sénégal en novembre 2016, dont l'arbitre avait été suspendu à vie pour manipulation de match. C'est une annonce faite ce mercredi tel que nous le rapporte Lembris Boubala. Ce match, rejoué en novembre, offrira une belle occasion au Sénégal, actuellement 3e à un point du Cap-Vert et du Burkina Faso dans le groupe D, alors qu'il reste 2 journées à disputer. Seul le premier du groupe décrochera son ticket pour la Russie. La décision du bureau de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA fait suite à la confirmation du tribunal arbitral du sport, TAS, d'appliquer l'interdiction à vie de l'arbitre Joseph Lamptey pour manipulation de match, a expliqué la Fédération internationale de football. Suspendu d'abord 3 mois par la Confédération africaine de football pour avoir accordé un penalty à l'Afrique du Sud pour une main qui n'existait pas, il avait ensuite été suspendu à vie par la FIFA, qui l'avait reconnu coupable d'influence illégale sur le résultat des matchs.
L'Afrique du Sud avait remporté 2-1 à la rencontre. Il n'y a même pas de doute à avoir, même sur le plan large. Le rappel des titres avant de refermer ce journal. Au Gabon, le patrimoine mérite d'être inscrit sur le patrimoine de l'UNESCO. Vicenzo Vassino, chef du bureau UNESCO, l'a fait savoir au sortir de sa séance de travail de ce jeudi avec le ministre d'État de l'économie numérique, de la communication, de la culture, des arts et traditions, chargé de l'éducation populaire et de l'instruction civique, Alain-Claude Bilibizé. Balle au centre donc pour le match Afrique du Sud-Sénégal de novembre 2016. La FIFA a décidé de faire jouer la rencontre de qualification au Mondial 2018. L'arbitre avait été suspendu à vie pour manipulation de ce match. Et vous le savez, la tempête Irma se rapproche des États-Unis, mais l'armée de l'air américaine l'attend de pied ferme en préparant des opérations de secours pour Porto Rico. Et puis, avant de mettre un terme à ce journal, je vous invite à rester en alerte car le Premier ministre, chef du gouvernement gabonais, Emmanuel Issoze Ngondé, se prépare à faire une communication très importante que nous vous ferons vivre sur les antennes de Gabon 24. Voilà, Madame, Monsieur, pour l'essentiel de cette grande session d'information. Au nom de toute l'équipe, merci de nous rester fidèles. L'information continue sur Gabon 24, mais en attendant, n'oubliez surtout pas que quoi qu'il arrive, entre-temps, gardez le sourire. Au revoir.